Bonjour Denis Forêt. Bonjour. Vous venez de publier Neuropromesses aux éditions Itac, et c'est le livre dont vous allez nous parler aujourd'hui. Pourriez-vous commencer par nous dire à qui se destine votre ouvrage ? À qui se destine mon ouvrage ? Mon ouvrage est un guide de voyage. Il est donc écrit pour des gens qui sont prêts à voyager au pays des neurones, au pays de la connaissance des neurones et au pays de la philosophie de cette connaissance. Aujourd'hui, quand on écrit un livre, se pose la question du genre de livre que c'est. Est-ce que c'est un ouvrage grand public ? Est-ce que c'est un ouvrage spécialisé ? Est-ce que c'est un ouvrage didactique qui aura atteint son but si l'étudiant qui le lit obtient son examen ? En fait, j'ai eu une très grande chance avec les éditions d'Itac. Je n'ai pas eu à me poser ce genre de questions du genre de livre que c'était, et j'ai pu essayer de m'adresser à des publics différents simultanément et avoir des ambitions différentes dans le même livre. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, bien que mon travail ne ressemble pas du tout à celui qui était le sien, qui est donc Adorno, et Adorno a écrit une sociologie de la musique, et dans la sociologie de la musique, il établit une sorte de petite typologie des formes d'écoute et des formes de réception de la musique. Et il parle en particulier de ce qu'il appelle le bon auditeur. Et qu'est-ce que c'est que le bon auditeur ? Le bon auditeur, c'est celui qui n'est pas un spécialiste de la musique, c'est pas un professionnel, ça n'est pas un expert, mais c'est quelqu'un qui l'aime et qui la comprend, et qui est une attitude d'ouverture et de curiosité par rapport à elle. Je dirais que dans mon travail, j'essaye toujours de parler pas simplement à mes collègues, pas simplement parler à des chercheurs qui travaillent sur des objets qui sont proches du mien, mais de m'adresser toujours aussi à ce que j'appellerais le bon lecteur. Et le bon lecteur, c'est quelqu'un qui a une forme de curiosité vis-à-vis des champs qui sont les miens, et j'essaye de l'accompagner dans sa curiosité et de la satisfaire en lui donnant des éléments de compréhension. Merci pour votre réponse claire. Maintenant, pourriez-vous nous en dire davantage sur le point de départ de votre livre ? A-t-il un lien avec le précédent, Neuroscepticisme, que vous aviez publié en 2014 ? Oui, alors je vais vous répondre sur les deux points. Je crois que le point de départ, il est très simple. C'est une sorte d'exigence minimale dans la philosophie de la connaissance, qui est l'adéquation à l'objet. L'adéquation à l'objet, c'est-à-dire en avoir une bonne description. Et donc je pense que y a plus de choses dans les neurosciences que dans les discours sur les neurosciences. Il y a plus de contenu en neurosciences que, en général, ce qui retient l'attention des philosophes. Vous savez, il y avait dans Hamlet, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie. Je pense qu'il y a toujours plus de choses dans la science que ce qu'on en dit. Alors j'ai essayé d'enrichir l'image des neurosciences en pensant à des choses auxquelles on ne pensait pas assez, à mon avis. En général, l'évolution des techniques récentes, les applications. Donc c'était la première chose, c'était l'exigence d'adéquation descriptive, essayer d'élargir la palette des objets auxquels on s'intéresse. Et puis le deuxième point, le lien avec le livre précédent, il est très simple en fait. C'est mon troisième ouvrage en nom propre. Le premier, c'était sur le passé des neurosciences, ça s'appelait Histoire des aphasies au PUF. Le second, c'était sur le présent, Neuroscepticisme, chez Itac. Et le troisième, en fait, c'est sur la relation des neurosciences à leur propre avenir. Et je pense que la science, elle se nourrit beaucoup de l'avenir. Et de ce point de vue, il me restait à aborder, je pense qu'il me reste encore beaucoup de choses à aborder, mais il me restait en particulier à aborder la question de la relation des neurosciences à leur avenir. Merci Denis Forêt pour votre réponse. Alors dans votre livre, vous défendez l'idée qu'une analyse des promesses est un objet que doit se donner la philosophie des sciences. À ce sujet, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-il important de prendre en compte les promesses dans l'analyse de la science, et quel en est l'intérêt ? Alors en effet, c'est un livre sur les promesses en sciences, et il faut peut-être d'abord que je précise ce que j'entends par là, parce que très simplement, on peut entendre promesse de deux façons. Il y a « je promets de », et donc là c'est une promesse subjective, c'est un acte de langage, et je pense que en gros quand des scientifiques ils trouvent rien, ils n'ont pas tenu leur promesse. Donc je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre promesse dans la science. Et en revanche, donc ça c'est le sens subjectif, je promets de. Et puis après, il y a les promesses que je dirais objectives. Et là, voilà, il y a un vers au XVIIe siècle dans la langue française qui est « Et les fruits passeront la promesse des fleurs ». C'est un vers célèbre. Et donc, de même que la nature promet des fruits, et la science, elle promet d'autres types de fruits qui sont des résultats, des découvertes, des choses comme ça.
Et donc la question à ce moment-là, et donc c'est ce qui m'intéresse. En gros, c'est promesses au sens de potentialité de réalisation future qu'on peut déjà entrevoir aujourd'hui. Et donc de ce point de vue, pourquoi c'est important? Je dirais que c'est important à 2 titres. D'abord, parce que je pense que tout chercheur est quelqu'un qui a une certaine relation à ce qu'il pourrait trouver, donc à une certaine forme d'avenir. S'il envisageait aucune forme d'avenir de son travail, il ne se lèverait pas le matin pour aller faire de la recherche, me semble-t-il. Donc, une idée même vague de ce qu'on va trouver, c'est essentiel à la science. Et donc, dans la description même de la science, il faut envisager ça. Et puis, deuxièmement, le philosophe qui s'intéresse à la science, il s'intéresse à la bonne science, il s'intéresse à une science de qualité. Et je pense que de ce point de vue, les promesses, ça introduit à une manière différente de s'intéresser à la qualité de la science. C'est-à-dire qu'en général, la bonne science, pour tout le monde, c'est scientifique, ça veut dire c'est confirmé, c'est établi, on a des bonnes raisons de le croire, c'est justifié, etc. Et je pensais qu'il y a une autre façon de prendre la question de la bonne science, c'est la science qui promet de donner quelque chose, c'est-à-dire la science qui est féconde, ou la science dont on peut entreapercevoir que si on la poursuit, il se passera des choses intéressantes. Et donc c'est cette autre manière de considérer la bonne science qui m'intéressait de voir, c'est les raisons qu'on a de croire que c'est prometteur. Ce que vous me dites là me fait penser à la fin de votre livre, quand vous évoquez l'analyse des projets de recherche par les chercheurs eux-mêmes, qui passent en fait leur temps à tenter de juger certains projets comme étant prometteurs et d'autres non. À ce sujet, vos développements sont assez éclairants parce qu'ils permettent de répondre à plusieurs questions. Par exemple, sur quoi s'appuient les jugements des chercheurs? Ou encore, quelle valeur entre en jeu dans cette analyse de projet? Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ces sujets? Oui, en effet, j'ai souhaité que la philosophie des sciences, normalement c'est une activité assez ésotérique et abstraite, elle rejoigne une chose extrêmement concrète, qui est le fait que tout chercheur, un jour dans sa vie, est l'évaluateur de la recherche des autres, et a à répondre à la question, est-ce que ça mérite d'être encouragé, est-ce que ça mérite d'être financé, est-ce que ça mérite une attention particulière, etc. La question qui se pose, c'est la question des critères sur lesquels on va trouver que ça vaut la peine d'être encouragé, ça vaut la peine d'être financé, etc. C'est une question bien embarrassante d'ailleurs, et je pense qu'il y a vraiment à se demander sur la base de quoi on le fait, et je pense qu'il est très difficile, l'expérience le montre, d'avoir des consensus en la matière, mais fondamentalement, c'est pas très mystérieux. Je pense qu'il y a 3 considérations fondamentales du fait qu'un projet est prometteur. La première, c'est la faisabilité. Un bon projet, c'est un projet que l'on peut mettre en œuvre. La deuxième, c'est l'intérêt intrinsèque, c'est-à-dire est-ce qu'on a des chances de trouver des choses importantes, ou des choses qui sont éclairantes, des choses qui ont une certaine portée. Bien entendu, il ne s'agit pas simplement d'ajouter des données à d'autres données. Donc il y a des critères de l'importance du résultat qui entrent en compte, et ça, bien entendu, ça suppose des partis pris d'arrière-plan sur ce qui est important et pas important. Donc on met beaucoup de soi quand on évalue un projet, on met beaucoup de ce qu'on croit au sujet de l'actualité scientifique et de ce qui mérite d'être développé, et puis il y a sans doute évidemment les neurosciences, ça a à voir avec la santé, ça a à voir avec beaucoup de choses qui nous concernent de très près, donc il y a la question de l'applicabilité et donc de l'utilité qui entre en jeu également. Mais évidemment, faire des choix par rapport à tout ça, c'est sans doute toujours quelque chose de très difficile. Tout cela est vraiment passionnant, et d'autant plus pour un scientifique en exercice qui doit émettre ce genre de jugement évaluatif régulièrement. Maintenant, j'aimerais bien vous parler d'une autre chose que j'ai remarquée dans votre livre. Il s'agit de l'importance que vous accordez à Thomas Kuhn, le philosophe. Pourriez-vous nous en dire plus sur la place que vous accordez à Kuhn dans vos réflexions? Alors effectivement, c'est pas un livre sur Kuhn en général, mais Kuhn occupe une place importante dans le livre, au moins pour 2 raisons. D'abord parce que, en général, Kuhn, tout le monde l'associe à la théorie des paradigmes, mais bien que cette théorie soit très importante et peut-être encore mal comprise, il y a un autre aspect dans Kuhn qui est la théorie des valeurs scientifiques. Et bien sûr, les valeurs, ce sont des critères qui parlent de valeurs scientifiques, parlent d'évaluation. Et une chose que je soutiens, c'est que lui, il parle de critères qui interviennent dans le choix entre 2 théories, par exemple. Quelle est la théorie qui s'accorde avec les résultats les plus exacts? Quelle est la théorie qui est cohérente avec d'autres théories? Quelle est la théorie la plus féconde? Donc il y a cet aspect évaluation des théories, mais je pense que ce qu'il dit a une portée plus large, et que ce qui peut avoir une valeur, ce qui peut être fécond, ce qui peut avoir une portée, ce qui peut être en cohérence avec autre chose, ça peut être un outil de recherche, ça peut être un outil intellectuel, ça peut être une discipline émergente.
Donc, je pense que l'idée qu'il se fait des valeurs scientifiques a une application plus large que la seule question des théories. Et puis il y a une autre chose qui me paraît importante chez Kuhn, c'est toujours s'intéresser à la fois à la manière dont la science se fait et à ce qu'elle devrait être. C'est à ne pas séparer les deux, et par exemple quand il parle de fécondité, qui est une valeur fondamentale pour lui, fécondité, c'est-à-dire le fait de pouvoir permettre de découvrir d'autres faits, d'autres relations entre les faits, et la fécondité, à la fois, c'est important pour le chercheur au quotidien, parce qu'il va être motivé à aller vers les choses qui ont l'air fécondes, donc ça rentre dans sa motivation à chercher, et à chercher ceci plutôt que cela, et en même temps, bien entendu, la fécondité, c'est un critère d'évaluation de quelque chose. Donc cette manière qu'il a d'allier les deux aspects, l'aspect descriptif et l'aspect qu'est-ce qui est la base de l'évaluation de la science, je pense que ça reste quelque chose de très important. Je trouve que c'est une manière très intéressante de montrer que Kuhn a encore une pertinence pour penser la science contemporaine. Maintenant que nous avons évoqué quelques grands thèmes de votre livre, pourriez-vous nous en donner une vue plus globale ? Quels sont les chapitres qui composent votre livre ? Alors les chapitres qui composent mon livre, il y en a 3. Dans le précédent, il y en avait 4. En fait, c'est, disons, des domaines de promesses, en fait. Des domaines de l'investigation. Le premier chapitre, c'est un chapitre sur les promesses dans le domaine proprement scientifique. Donc j'explore une série d'actualités, j'explore une série de frontières des neurosciences actuelles, où j'essaie de voir, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer. Par exemple, on a une nouvelle méthode, qu'est-ce qu'elle permet d'obtenir ? On a une nouvelle discipline qui analyse les réseaux de neurones, qu'est-ce qu'on peut en tirer, ou qu'est-ce qu'on peut espérer en tirer. Donc le premier chapitre, il est vraiment là pour donner une idée, évidemment sans aucune prétention à l'exhaustivité, de ce qui est en train de se passer dans le domaine des neurosciences, en mettant l'accent vraiment sur la recherche fondamentale et sur ses implications. Le deuxième chapitre, il est vraiment sur les applications. Parce que, en fait, quelqu'un qui stimule son cerveau chez lui, après tout, il a une certaine relation avec son cerveau, donc peut-être qu'il n'a aucun diplôme en neurosciences, mais s'il a envie de stimuler son cerveau, après tout, il se passe quelque chose, et après tout, pourquoi on s'y intéresserait pas ? Donc, il y a une grande question, je n'ai pas touché tellement à la médecine, j'ai plutôt touché aux questions d'amélioration. Donc, est-ce qu'il y a des améliorations possibles du cerveau ? C'est quoi améliorer dans le contexte des neurosciences ? Et j'ai essayé de prendre ça d'un point de vue à la fois factuel et évaluatif. C'est-à-dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui vaut la peine. Et puis il y a un dernier chapitre, parce que depuis très longtemps, mais en particulier dans des contextes de ce qu'on appelle parfois la neurophilosophie, on nous dit un aspect essentiel des neurosciences, c'est qu'elles étudient le cerveau c'est un peu nous-mêmes, alors plus on connaîtra le cerveau, mieux on se connaîtra soi-même. Et tout ce troisième chapitre, il est une sorte de réflexion sur les promesses des neurosciences en matière de connaissance de soi. Dans certains cas, je suis un peu plus enthousiaste, dans d'autres, je suis un peu plus sceptique, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Je vous remercie pour cette description très claire et exhaustive. À propos du chapitre 1, l'on peut tout de même se poser une question. Pourquoi avoir commencé par une longue description de la place de l'homme au sein de l'arbre du vivant et de l'apparition du système nerveux au cours de l'évolution biologique des espèces ? Ces considérations peuvent-elles modifier l'image traditionnelle que l'on se fait du cerveau humain et peut-être aussi de son esprit ? Ah, c'est une question très complexe. Alors, je vais essayer de répondre moment par moment. Déjà, pourquoi parler de l'évolution ? Vous connaissez sans doute la phrase de Dobzhansky qui disait « Rien ne fait sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Évidemment, c'est un évolutionniste qui le dit, donc on peut imaginer qu'il a un petit biais. Mais je pense qu'on n'a tout simplement pas assez tenté ça par rapport aux neurosciences ou par rapport à une tentative de compréhension des neurosciences. Bien sûr, tous les neuroscientifiques savent qu'il y a de l'évolution. Bien sûr, les philosophes qui s'intéressent aux neurosciences connaissent l'existence de Darwin et des théories évolutionnistes, mais je pense qu'on n'en tire pas toujours toutes les conséquences qu'il faudrait. C'est-à-dire que parfois, on étudie dans le laboratoire, on va étudier les neurones ou les astrocytes, et puis on ne va pas tellement s'interroger sur leur passé évolutif. Et je pense que quand on met, comme le recommande Dobzhansky, les choses dans la perspective de l'évolution, on voit les mêmes objets qu'on voyait dans le laboratoire différemment. Je pense qu'on les voit différemment, et en particulier, ce à quoi ça m'a amené dans le premier chapitre, c'est à me dire, après tout, qu'est-ce que c'est que le système nerveux ? Le système nerveux, c'est une solution relativement originale à des problèmes qui sont extrêmement topiques ou extrêmement récurrents dans le monde vivant. Genre, en gros, les organismes, ils ont un problème souvent qui est de se déplacer, ils ont un problème qui est de se nourrir,
ils ont un problème qui est de détecter des choses dans leur environnement, et ça, des organismes extrêmement divers rencontrent ces problèmes, et le système nerveux, c'est une manière particulière, et en partie originale, parce qu'il y a des briques qu'on retrouve ailleurs dans le monde vivant, de répondre à ces questions. Et je pense que si on prend les choses par le bas comme ça, qu'on se dit que c'est d'abord la solution de problèmes, le système nerveux c'est d'abord la solution de problèmes biologiques assez topiques, même si cette solution elle-même elle est assez originale, et on a une vision un petit peu moins, qui fait un peu sortir de ce que j'appelle l'exception neurale. C'est-à-dire comme si les créatures qui ont des cerveaux, c'est des créatures complètement à part, qui avaient des propriétés complètement étonnantes et extraordinaires. Et donc, après, quand on est dans cette perspective évolutionniste, je pense qu'on a une vision moins monarchique du cerveau, le cerveau dans la boîte crânienne comme une espèce de roi qui est là pour régner sur l'organisme et qui nous donne des choses extraordinaires qu'on appelle des pensées. Donc en partant du bas, d'une certaine manière, ou en partant de ce qui est topique, je pense qu'on revisite tout ça en le mettant dans une perspective différente et en étant peut-être tenté à ce moment-là de se dire, après tout, ce qu'on va appeler les états de pensée ou les états émotionnels, ce sera une certaine forme de transaction, de manière pour l'organisme de gérer ses transactions avec son environnement. Et donc, on aura une vision moins mystérieuse de ces fameux états mentaux, et on aura une vision moins exceptionnaliste de ce fameux organe étrange qu'est le cerveau. Les neurosciences évolutives semblent donc avoir beaucoup de choses à nous apprendre. Passons maintenant à votre deuxième chapitre, les promesses des interventions, sous-entendu des interventions sur le cerveau. Vous y évoquez les promesses de l'amélioration cognitive, des thérapies prometteuses, l'amélioration morale, et vous terminez par un point sur les promesses des transhumanistes. Concernant les améliorations cognitives, vous débutez en évoquant cette idée de spa du cerveau. Que sont-ils exactement et que nous promettent-ils ? Alors, spa du cerveau, c'est une expression qui a été utilisée par un neuroscientifique qui s'appelle Chatterjee, et c'était pour parler de la neurologie cosmétique. Alors, c'est quoi la neurologie cosmétique ? C'est quand on intervient pour le cerveau, non pas pour le réparer ou pour prévenir un problème, mais pour augmenter ses capacités ou aider une personne à résoudre un problème. Quelqu'un veut apprendre une langue ou apprendre une langue un peu plus vite, on va lui donner quelque chose qui lui permettrait, en principe, de mieux faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, évidemment, il y a énormément de philosophes catastrophistes. Il y a énormément de philosophes, dès qu'on leur parle de quelque chose, ils sont inquiets et ils voient un horizon abominable. Donc là, c'est plus les promesses, c'est plutôt les périls. Et ils ont un mot magique qui est le mot de dérive. Dès qu'on parle de quelque chose, ils voient une dérive possible. Et moi, par tempérament et par formation et par goût philosophique, je résiste complètement à cette pente du catastrophisme. Ces questions nous amènent à revenir à des problèmes fondamentaux du genre qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est préférable, et que moi j'essaie de les aborder d'une manière très dépassionnée dans une perspective conséquentialiste, une perspective un peu héritée de gens comme Stuart Mill, où on se dit, après tout, ce qui est bien, c'est ce qui a de bonnes conséquences. Et donc, pour savoir si quelque chose a de bonnes conséquences, on va adopter une perspective très simple. D'abord, on va se demander s'il y a vraiment un effet. Par exemple, si quelqu'un nous dit « je peux vous augmenter », est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a de bonnes raisons de nous dire qu'il peut nous augmenter ? Parce que dans certains cas, on va voir qu'il échoue lamentablement. Et s'il échoue lamentablement, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas à se demander si c'est bien ou mal, parce que ça n'existe tout simplement pas. Donc, je prends des exemples de choses qui ne marchent pas. Et puis, deuxièmement, si jamais il arrive vraiment à produire un effet, la question à ce moment-là, c'est quel est notre intérêt à cette amélioration, sur quelle base on va dire ça vaut la peine. Et puis aussi une question, si quelqu'un veut s'augmenter, après tout, quelle est la meilleure attitude à avoir vis-à-vis de lui ? Est-ce qu'il faut le lui défendre ? Dans certains cas, est-ce qu'il faut lui expliquer simplement ce qu'il risque ? Est-ce qu'il faut avoir une attitude de prohibition ou une attitude un peu différente et un peu plus tolérante ? Donc je pense que par rapport à ces questions, il faut essayer d'avoir une approche qui est à la fois une approche de fact-checking, et puis tout simplement qu'est-ce que la science est capable de faire, qu'est-ce que les techniques qui appliquent cette science sont capables de faire, et puis après, il faut se demander quel est l'intérêt objectif des gens. Et parfois, la question se subdivise en quel est l'intérêt des individus et quel est l'intérêt de la collectivité, parce que les deux ne coïncident pas forcément. Au cours de votre second chapitre, vous évoquez aussi l'amélioration morale. Il s'agirait par exemple d'intervenir sur notre cerveau pour nous rendre tous plus empathiques. Mais j'ai deux questions. Est-ce que cette promesse est vraiment d'actualité ? Et qu'est-ce que la philosophie peut bien avoir à nous dire sur ces questions ?
En fait, quand on consulte la littérature, qui est évidemment très éclatée et très diverse, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qu'on arrive à faire. Par exemple, si on fait un petit spray d'ocytocine à quelqu'un qui est en train de jouer un jeu d'argent où il peut partager, il se trouve qu'il y a des études qui montrent que si on a donné un peu d'ocytocine, il va par exemple davantage prêter. Il va faire plus confiance à son partenaire pour que celui-ci partage ce qui lui a, partage les bénéfices éventuels du prêt avec lui. De même, il y a une recherche sur ce qu'on appelle les empathogènes. Les empathogènes sont les choses qui augmentent l'empathie des gens, et en particulier l'empathie émotionnelle. On a trouvé ça avec le MDMA, alias ecstasy. Il y a des études là-dessus. Alors, première chose, il faut être toujours très conscient du fait que d'un paradigme expérimental à l'autre, d'une étude à l'autre, les résultats varient quand même parfois beaucoup. Donc il faut éviter de penser qu'il y aurait quelque chose comme une molécule morale que l'on pourrait découvrir au terme de la recherche. Les choses sont sans doute beaucoup plus compliquées. Mais je pense que ce qui vaut la peine d'être fait, c'est de se poser quelques questions sur l'intérêt de cette amélioration morale, et en particulier d'éviter le saut de on change un peu les dispositions de quelqu'un, et éventuellement ce serait pas mal pour lui et pas mal pour les autres. Si quelqu'un avait des dispositions un peu meilleures vis-à-vis de ses semblables, après tout c'est pas mal, mais ce serait une modification qui serait temporaire, qui serait conditionnelle, et qui interviendrait pour une personne. Et je pense qu'il faut vraiment énormément distinguer ça de ce dont rêvent parfois les philosophes, qui est une sorte d'amélioration morale radicale de l'espèce humaine. Alors déjà, il faudrait qu'on s'entende sur qu'est-ce que c'est qu'être un meilleur agent. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes avec ça. Sans doute, les gens peuvent avoir des conceptions différentes de ce que c'est qu'un meilleur agent. Par exemple, quelqu'un qui est plus empathique, c'est pas forcément quelqu'un qui prendra toujours les meilleures décisions pour les autres. Et puis deuxièmement, je pense que les moyens assez modestes de la modification des dispositions des individus, c'est pas forcément des solutions à des problèmes collectifs extrêmement complexes que nous rencontrons. Donc je pense pas que l'aide au tiers-monde va être développée, par exemple, parce qu'on va rendre les gens plus empathiques en leur donnant certains produits pharmacologiques. Donc je pense qu'il faut toujours se poser les questions à la fois de ce qui est possible et en même temps de quelle est la limite des bénéfices réels que l'on peut en attendre. Et dans le domaine de l'amélioration morale, je pense que ces limites sont considérables. Tout cela est très intéressant et aussi assez amusant. Parlons maintenant du dernier chapitre, au cours duquel vous évoquez différentes manières dont les neurosciences pourraient permettre d'améliorer notre connaissance de nous-mêmes et de l'esprit humain. 2 passages m'ont particulièrement interpellé. Celui sur l'apport, ou plutôt l'absence d'apport des neurosciences à la représentation que les autistes se font d'eux-mêmes, et celui sur le développement de la neuroéthique. Pourriez-vous nous en dire davantage à ces 2 sujets ? Oui, je vais essayer. En fait, dans ce 3e chapitre, je m'attaque à une thèse assez consensuelle. Et cette thèse assez consensuelle est souvent répétée. Je la résumerai de la manière suivante. Ça consiste à dire, avec le cerveau ou la connaissance du cerveau, tout change. À partir du moment où on en sait davantage sur le cerveau, alors les croyances des gens sur eux-mêmes, la connaissance de soi, tout ça est complètement bouleversé. Ce serait vrai au niveau anthropologique parce que les croyances des gens seraient changées par les apports des neurosciences. Et puis ce serait vrai d'un point de vue philosophique parce que il y aurait une sorte de coévolution entre la connaissance de soi et les connaissances neurobiologiques. Et en fait, j'aborde tout ça avec une bonne dose de scepticisme parce que je pense que très souvent, on exagère en fait. On prend les choses pour ce qu'on aimerait qu'elles soient, et parfois ça conduit à biaiser l'interprétation des faits. Alors dans le cas de l'autisme, ça me paraît particulièrement flagrant, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle les recherches sur le cerveau autistique. Effectivement, il y a des gens qui sont les avocats de ce qu'ils appellent la neurodiversité, et donc ils vont dire que les personnes à qui on diagnostique de l'autisme sont des personnes qui sont neurobiologiquement différentes. Mais en fait, ce passage auquel on a assisté depuis plusieurs décennies, de l'assimilation de l'autisme à quelque chose qui est de l'ordre d'un trouble, à quelque chose qui serait de l'ordre d'une identité, les autistes seraient différents, mais il y aurait une identité autistique, une culture autistique, etc. Ce passage s'est fait sans que les neurosciences jouent un rôle majeur, en fait. Les neurosciences permettent d'habiller l'idée d'une identité autistique avec un lexique scientifique ou parascientifique, genre câblage différent du cerveau, mais en fait, il y a très peu de neurosciences dans tout ça. Il y a des revendications qui cherchent un appui du côté des neurosciences, mais les neurosciences n'ont fait qu'accompagner ce mouvement, elles ne l'ont certainement pas créé.
Et donc, je pense qu'il faut remettre les choses à leur juste place de ce point de vue. Il y a effectivement des interactions possibles entre les recherches sur l'autisme et la manière dont on va essayer de comprendre ce que c'est que l'autisme, mais ça n'a pas forcément pris la forme que l'on dit, et les neurosciences n'ont pas forcément eu le rôle moteur qu'on leur prête. Et sur la deuxième question, alors vous avez donc vu ces passages sur les neurosciences des dilemmes moraux. Alors déjà, je trouve que c'est une question tout à fait étonnante, parce qu'on avait trouvé beaucoup de choses dans le cerveau, mais on n'avait pas encore trouvé les bases des jugements moraux jusqu'à une date assez récente. Et je pense que vraiment, cette question des neurosciences des dilemmes moraux, elle pose, à mon sens, une question fondamentale, qui est la question de, à partir de quand, injecter un peu de neurosciences dans un problème, ça devient intéressant. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a deux choses. Il y a soit, premièrement, il s'agit simplement de retraduire ce qu'on savait déjà en ajoutant des corrélats neurologiques ou des connaissances neuroscientifiques. Genre, on savait que dans certains cas, on a une réaction plutôt émotionnelle, alors on va hésiter à pousser un monsieur par-dessus une rambarde parce que quand même c'est dur de tuer son semblable, et qu'émotionnellement on résiste un peu à cette idée. Et puis dans d'autres cas, on va appliquer la froide raison, et la froide raison, ça sera peut-être un mort, c'est entre guillemets préférable à 5 morts, et on va être tenté de faire quelque chose qui permet de minimiser le nombre de vies humaines perdues. Et si on s'aperçoit tout d'un coup que des régions considérées comme émotionnelles interviennent dans le premier cas, et dans l'autre cas, des régions qui ne sont pas considérées comme émotionnelles, d'une certaine manière, ce n'est pas une très très grande découverte. Parce qu'on aura simplement habillé en termes neuroscientifiques une chose qu'on savait déjà, c'est que dans certains cas, nous sommes guidés par des formes d'émotion et des formes d'empathie, et dans d'autres cas, nous sommes plutôt guidés par la froide raison. Donc si les neurosciences, à mon avis, ne font que ça, elles ne font pas grand-chose en fait, ou pas grand-chose de vraiment fondamental qui nous fait énormément avancer. Donc j'ai envie de dire, les neurosciences sont intéressantes quand elles créent de la surprise. J'ai envie de dire aux neuroscientifiques, étonnez-nous. Et étonnez-nous, c'est si par exemple, quand on analyse les corrélats neuraux des dilemmes moraux, est-ce qu'on découvre des choses qui vont nous faire voir les dilemmes moraux sous un autre angle ou d'une autre manière? Donc je ne dis pas que radicalement les neurosciences ne serviront à rien, je dis que la question c'est que est-ce qu'elles serviront à nous faire des découvertes sur nous-mêmes? Et je pense que la littérature sur les dilemmes moraux, tantôt elle est un peu décevante, parce que finalement on retrouve à la fin ce qu'on y avait mis, tantôt elle est plus intéressante parce qu'elle permet de voir que par exemple, quand on se pose des questions morales, on se les pose pas tout seul, on se les pose avec des tiers par exemple. En fait, les dilemmes, c'est quelque chose dont on discute collectivement, et peut-être que les neurosciences peuvent nous faire saisir des aspects de la vie morale des gens que l'on n'avait pas attendus, mais il faut qu'elles prouvent en fait qu'elles sont capables de nous apprendre des choses, pas simplement sur les mécanismes neurobiologiques en compte, mais sur ce que c'est en fait qu'avoir une vie morale et ce que c'est que connaître des dilemmes. Donc, effectivement, je pense que ce qui est important dans ces cas-là, c'est la valeur ajoutée des neurosciences, et elle ne peut pas se résumer simplement à des corrélats, il faut que ça soit, me semble-t-il, autre chose. Merci pour ces intéressantes précisions. Pour achever cet entretien, j'aimerais vous parler d'animaux. Car il est beaucoup question d'animaux dans votre livre, à la fois au début et à la fin. Alors dites-nous, quelles sont les raisons de cette insistance sur cette thématique ? Je vous remercie de me poser cette question. En fait, les animaux interviennent effectivement 2 fois, mais avec une description extrêmement différente. C'est pas les mêmes personnes, ou c'est pas le même genre de chercheurs qui s'intéressent aux animaux. La première fois, c'est les biologistes, ils s'intéressent aux métazoaires, et donc ils en donnent une description factuelle extrêmement détaillée avec au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, etc. Et donc ce sont les animaux dans toute leur diversité, puisque j'ai essayé de parler d'animaux dont on ne parle jamais, comme les placozoaires, le sympathique Trichoplax, etc. Les éponges, qui sont des animaux, bien qu'elles soient méconnues à ce titre, etc. etc. Donc ça, c'est au début du livre, c'est les animaux vus par les biologistes. Et à la fin du livre, il y a les métaphysiciens, qui s'intéressent aussi aux animaux en tant qu'ils disent qu'une manière de nous comprendre comme personnes, ce serait de dire les personnes humaines ne sont pas des âmes, les personnes humaines ne sont pas des pensées reliées les unes aux autres, comme on peut le comprendre à partir de Hume. Les personnes humaines ne sont pas simplement des cerveaux, les personnes humaines sont des animaux. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu relier les deux ? J'ai voulu relier les deux parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est embarqué dans la culture contemporaine dans un faux débat.
on est embarqué dans un faux débat, ou on est sommé de choisir entre deux alternatives qui me paraissent attrayantes ni l'une ni l'autre. La première, c'est les gens qui pensent que nous sommes notre cerveau sans aucune espèce de restriction, donc connaître notre cerveau, c'est nous connaître, et ça me paraît embarquer les neurosciences dans une sorte de métaphysique du cerveau qui est tout à fait problématique. Je pense qu'on est plein de choses en plus de notre cerveau, et je pense que cette manière d'attendre tout de la connaissance du cerveau en matière de connaissance de nous-mêmes, ça me paraît, pour le coup, associé à des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Et de l'autre côté, il y a les gens qui, du fait qu'on ne serait pas notre cerveau, en tirent une conséquence qui, moi, me paraît dommageable, c'est que du coup, ils ne sont pas intéressés du tout par les neurosciences. Donc il y a des philosophes pour écrire des livres dont le titre fracassant est « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ?» Et la conséquence qu'ils tirent du fait qu'on ne serait pas notre cerveau, c'est de retourner lire Hegel, Fichte, Schelling, et de s'intéresser aux neurosciences. Jamais. Pas du tout. Donc à partir du moment où on ne serait pas notre cerveau, les neurosciences n'auraient rien à nous dire qui serait intéressant. Et je pense qu'en revanche, si on essaye de prendre au sérieux la question sur laquelle on pourrait être des animaux, je pense que c'est une très bonne motivation pour s'intéresser de près aux neurosciences, parce que pourquoi ? Parce que les neurosciences, elles étudient un outil essentiel de notre vie d'animaux sans doute un peu particulier, qui est justement le cerveau et le système nerveux, puisqu'après tout, grâce au système nerveux et grâce au cerveau, l'animal que nous sommes peut faire énormément de choses qui lui sont très importantes pour lui. Apprendre, gérer ses relations avec son environnement, se souvenir, percevoir, exécuter des actions, et que d'une certaine manière, je pense que la perspective dans laquelle nous sommes des animaux met les neurosciences et leur objet à leur juste place. C'est-à-dire étudier une composante de cette vie ou une condition de cette vie qui est la nôtre, dans une perspective où le cerveau n'est pas tout, mais où ceux qui étudient les neurosciences nous rendent des services inestimables. Et il faudrait à ce moment-là intégrer ce qu'elles ont à dire à une anthropologie un peu modifiée et un peu élargie. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un entretien de Denis Forêt pour la parution de son ouvrage Neuropromesses, avec Héloïse Athéa pour les questions et Paul Albertini à la caméra. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et vous invitons à nous suivre sur notre site neurophile.fr afin de découvrir nos futurs travaux de recherche.